Bonjour et merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sean, je suis coach sportif et préparateur physique chez Upside Strength. Et dans cette présentation, on va parler du kinogramme comme outil d'évaluation de la performance en sprint. Alors un kinogramme, c'est quoi? Alors c'est simplement une séquence d'images extraites d'un fichier vidéo. Le kinogramme était déjà utilisé dans les livres de biomécanique pour expliquer certains mouvements dans les années 1930, mais aujourd'hui on va se focaliser principalement sur le kinogramme de sprint et plus spécifiquement sur la phase de vitesse max de l'athlète. Alors vous vous demandez certainement à quoi sert le kinogramme. Alors pour commencer, il va nous aider à évaluer les asymétries de mouvement, donc entre le côté gauche et le côté droit, autant au niveau du bas du corps que du haut du corps. Il va nous permettre de suivre l'amélioration mécanique d'un athlète au fil du temps. On va aussi pouvoir comparer la cinématique, donc les positions et les mouvements entre certains athlètes et entre certains groupes d'athlètes. On va pouvoir suivre l'impact des différentes interventions coaching et thérapeutiques sur le comportement de l'athlète au niveau de son sprint. Et finalement, on va pouvoir fournir un feedback visuel simple à l'athlète avec des points de repère et engager dans une discussion constructive avec cet athlète afin d'améliorer ses performances. Alors le kinogramme d'Altis est composé de 5 images pour chaque jambe. On commence tout à droite avec l'impulsion, en anglais on appelle ça le toe-off, donc c'est l'image avant que le pied ne quitte le sol. Ensuite on a la projection verticale maximale, qui est MVP ou Maximal Vertical Projection en anglais. Là, les pieds sont parallèles à la piste. On a ensuite la phase qu'on appelle, ou l'instant clé qu'on appelle strike. C'est là où la cuisse de la jambe d'attaque ou de la jambe arrière est verticale et donc perpendiculaire au sol. On a ensuite la phase du toucher ou du touchdown. Et c'est là où le pied touche le sol, la première image où le pied touche le sol. Et finalement, on a la phase de soutien complet ou full support en anglais. C'est là où le pied de soutien est directement sous les hanches et donc l'orteil est directement sous l'avant du bassin. Maintenant, on va passer en revue chaque étape une à une et mettre en avant les éléments auxquels on doit rester attentif. Alors, on commence avec l'impulsion ou le toe-off. On va regarder d'abord à la jambe d'appui, donc c'est la jambe droite qui se trouve derrière. Alors, sur le pied de la jambe d'appui, on va vouloir voir le pied qui est perpendiculaire au sol. Le genou de la jambe d'appui, on va vouloir voir un léger manque d'extension complète. Au niveau de la hanche de la jambe d'appui, une légère extension de la hanche. Ensuite, au niveau des cuisses, on va vouloir voir un écartement légèrement au-dessus de 90 degrés, ce qu'on peut voir ici entre la cuisse gauche et la cuisse droite. On passe ensuite à la jambe d'attaque. Au niveau du pied, on va voir les doigts de pied directement sous la rotule et le tibia parallèle à la cuisse de la jambe d'appui. Au niveau des bras, on veut voir les avant-bras presque parallèles et au niveau des coudes, on veut le coude avant qui soit à moins de 90 degrés et le coude arrière en général qui est un petit peu au-dessus de 90 degrés. Ça, on peut bien le voir ici sur cette photo. Et au niveau du dos, on veut pas d'extension lombaire. Le deuxième instant qu'on va observer, c'est la projection verticale maximale. On va commencer au niveau des cuisses. On veut un écartement qui est légèrement au-dessus de 90 degrés. Au niveau de la jambe avant, on veut voir un pied qui est légèrement en dorsiflexion et avec le dessous du pied qui est presque parallèle au sol. On veut voir le genou de la jambe avant qui est au-dessus de 110 degrés, idéalement. Mais là, on peut voir de grandes variations d'un athlète à l'autre, aussi en fonction du niveau de l'athlète. La tête, elle est neutre. Au niveau des bras, on voit un léger mouvement transversal. Et ensuite, au niveau de l'attitude générale, il manque un T. On veut voir une attitude qui est assez en paix, qui est libre. On ne veut pas avoir de tension excessive dans cette phase du mouvement. Ensuite, on a le troisième moment clé, qui est le moment qu'on appelle strike. Donc, c'est là où on va avoir la cuisse de la jambe arrière qui est verticale et c'est près du moment où on va avoir le maximum de tension au niveau de l'ischio-jambier de la jambe avant. Alors au niveau du pied de la jambe avant, on voit un début de supination en approchant le sol et au niveau de l'écartement des cuisses, on est là entre 20 et 40 degrés. Quatrième moment clé, on a le toucher ou le touchdown, c'est là où le pied touche le sol. Donc d'abord au niveau des genoux, ils sont plus ou moins ensemble. Dans des athlètes qui sont plus lents, on verra une plus grande différence de position au niveau des genoux. Ils seront plus écartés l'un de l'autre. Au niveau de la jambe d'appui, on a le pied qui est en légère inversion et en flexion plantaire également. Et le talon de la jambe d'appui qui est directement sous le genou. Au niveau de la jambe d'attaque, donc la jambe arrière ici, le pied est idéalement à 45 degrés derrière les hanches et donc derrière les fessiers. Là, on peut voir qu'il est un tout petit peu loin par rapport à l'idéal. Je reviendrai là-dessus plus tard. Et au niveau des mains, on est presque aligné dans cette position.
On a finalement le moment de soutien complet, donc full support. On commence avec la jambe d'attaque. Le pied, il est directement en dessous et presque juste derrière les hanches. La cuisse de la jambe d'attaque, elle est à 45 degrés par rapport au sol. Sur la jambe d'appui, on a un amortissement qui est similaire niveau gauche et droite, qu'on peut voir sur le kinogramme complet quand on compare la jambe gauche et la jambe droite. La cheville de la jambe d'appui, on ne veut pas qu'il y ait de cession excessive. D'accord, on veut qu'elle amortisse, mais on ne veut pas non plus qu'elle s'écrase complètement. Ici, on voit qu'il y a peut-être un petit peu d'amortissement excessif. Et au niveau ensuite, finalement, du pied de la jambe d'appui, on veut tous les doigts de pied qui touchent le sol. Quelques considérations générales par rapport à ce kinogramme et par rapport aux différentes positions. En général, on veut que le port de la tête soit neutre pour avoir un impact positif au niveau de la position lombaire et pelvienne. On veut aussi une position neutre du bassin qui aura un impact sur la mécanique de swing tardive si elle est inversée, c'est-à-dire que si le bassin est en antéversion, on va voir une jambe qui part derrière très très loin, qui remonte très très haut, qui va mettre énormément de tension ensuite sur l'ischio-jambier et on va certainement voir aussi dans cette position une extension lombaire un petit peu trop importante qui peut causer pas mal de soucis au niveau des ischio-jambiers. On voit une sangle abdominale et un tronc qui est neutre et tout au long de la course. On voit une très légère inclinaison vers l'avant du torse. Et finalement, on veut une tension musculaire uniquement dans les groupes musculaires qui travaillent. C'est important de savoir que une des grandes différences entre des athlètes d'élite et des athlètes de niveau amateur ou de niveau intermédiaire, c'est non pas la capacité de contracter les muscles, mais la capacité de relâcher les contractions rapidement, le plus rapidement possible, pour ensuite pouvoir les recontracter derrière. C'est là où les athlètes de haut niveau font la plus grande différence. Donc si on a trop de tension dans notre mouvement en tout temps, ça va nous limiter au niveau de notre production de force et au niveau de notre vitesse également. Si on manque de temps, on peut très bien créer un kinogramme avec uniquement 4 images, soit l'impulsion et le soutien complet pour chaque jambe. Ces deux étapes représentent les instants qui précèdent respectivement le changement principal de mouvement de force horizontale, donc l'impulsion, et le changement principal de mouvement vertical, donc le soutien complet. Passons maintenant en revue quelques considérations pratiques. Donc tout d'abord, c'est important de noter que le kinogramme n'est pas un outil prescriptif. Donc juste parce qu'on remarque que l'athlète remonte son genou droit légèrement plus que son genou gauche, ne veut pas dire qu'on doit lui donner 3 séries de 15 répétitions pour renforcer son flexeur de hanche gauche. Le kinogramme, c'est avant tout un outil pour déceler les positions et donc les mouvements qui sortent de la norme, afin de nous forcer en tant que coach à poser de meilleures questions et ensuite orienter notre point focal par rapport au coaching de l'athlète. Ensuite, il faut bien sûr prendre en considération l'athlète avec lequel on travaille. Un athlète qui pèse, disons, entre 90 et 100 kg et qui se déplace à, disons, 8 mètres secondes ne va pas produire les mêmes formes ou se trouver dans les mêmes positions qu'un sprinter de 80 kg qui court à 11 mètres secondes. Et finalement, il faut aussi prendre en compte la surface sur laquelle l'athlète sprint, étant donné que chaque surface produira une réponse différente de la part de l'athlète. Pour les coachs qui sont intéressés à en savoir plus, je vous recommande fortement d'aller checker la formation de Altis qui s'appelle Altis Coaching the Short Sprints. Pour information, je n'ai aucun lien financier avec Altis. J'ai simplement pris ce cours et il m'a énormément amené en termes de compréhension dans tout ce qui est vitesse, accélération, vitesse maximale et coaching. Et donc, je le recommande fortement s'il y a des coachs qui sont intéressés à en apprendre plus. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous encourage à liker, partager et à vous abonner à la chaîne. Si vous avez des questions, laissez-les moi sous la vidéo. Je me réjouis d'y répondre et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!